Bonjour, on se retrouve pour une analyse ou une critique un peu de ce que pensent les gens sur l'IA de manière générale. On va passer beaucoup de choses, beaucoup de réflexions qui sont assez négatives, surtout sur les médias français, de gens qui sont assez contre ou qui sont, en tout cas, qui pessimisent énormément le sujet. Et moi, je voulais justement apporter un peu plus de nuances dans ce qui est dit. Et nous, on a une boîte qui s'appelle BYDI et qui justement promeut avec nuance l'utilisation de l'IA, mais qui pousse au fait d'être critique sur la manière dont on va l'utiliser. Mais je pense que l'IA, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée dans l'humanité. Et aujourd'hui, justement, moi j'ai envie de chercher les contradictions et pouvoir en fait un petit peu les débunker. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et je pense que c'est important de pouvoir répondre et d'avoir ce débat via cette chaîne YouTube. Ok, mais donc du coup on prend un extrait de France Info, on dit quoi? L'IA, l'imagerie cérébrale, le monde, certains cerveaux s'éteignent quand on laisse l'IA penser à leur place, on perd des connexions, on perd en mémoire, c'est une dérive cognitive, avertit Didier Van Cauwelaert, auteur de l'intelligence naturelle. Alors on écoute. Alors, il y a quand même du bon. On va essayer de faire le tri. Ah oui, commençons par le bon, bien sûr. Non, mais parce que vous commencez quand même par tout ce qui vraiment nous donne des raisons de nous effrayer. Il y a une enquête du MIT que vous citez, le grand institut Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui nous rend paresseux. Il y a maintenant des études qui idiots, prouvent feignants et dépendants. Oui, ça, que des zones dans notre cerveau sont moins utilisées, voire s'éteignent. Oui, alors ils ont fait sur plusieurs groupes. Il y a un groupe qui a réfléchi avant de demander la réponse sur un sujet posé à l'IA. Il y a un groupe qui est tout de suite allé dans l'IA et un autre qui a juste fait marcher son cerveau. Et donc l'imagerie cérébrale nous montre les différentes réactions. Et oui, il y a des zones qui s'éteignent, et oui, il y a des connexions qui ne se font plus, et avec ces phénomènes... Mais en fait, le problème, c'est qu'il dit qu'il y a des connexions qui se font plus, mais ça dépend de la tâche. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que on dit, oui, on devient fainéant. Mais c'est juste que s'il y a des tâches qu'on peut exécuter de manière plus rapide, bah forcément qu'on va utiliser ces moyens-là. Mais de manière générale, je pense que ça amène la réflexion à la notion de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA va nous aider à produire beaucoup plus rapidement. Mais quand on se lance dans la production de valeur ou d'un programme, tu vois, moi je suis ingénieur informaticien et du coup je codais beaucoup avec l'IA à un moment. Mais en amont d'avoir produit de la valeur à ce niveau-là, tu as un besoin de réflexion, tu as besoin de synthétiser ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu dois te voir un peu comme un manager. Si en tant que manager, tu donnes des instructions qui sont pas bonnes à ton collaborateur, bah forcément que le résultat ne sera pas bon. Et donc, tu as un besoin à la fois de synthèse, d'analyse, et tu as besoin d'être pertinent en amont de la production. Donc tu as besoin de prendre l'ensemble des informations et donner à l'IA de façon pertinente et de façon structurée ces informations pour qu'elle arrive au résultat voulu. Mais même quand elle a produit le résultat que tu attendais, il y aura forcément quelque chose qui va déconner. Et donc, tu auras besoin d'esprit critique par rapport au résultat atteint pour justement te rendre compte qu'est-ce qui va pas, et à ce moment-là, adapter le travail de l'IA. Mais on ne peut pas dire que oui, l'IA va prendre nos jobs, oui, l'IA va nous remplacer, etc. Non, l'IA ne pourra pas tout faire. Il y a la valeur que l'humain peut apporter. C'est dans la stratégie, c'est dans la réflexion, c'est dans l'analyse, c'est dans la compréhension plus intuitive des choses. Et il y a des choses que l'IA ne peut pas comprendre. Mais par contre, tout ce qui est production, tout ce qui est acte d'exécution intellectuelle, bah oui, là on peut l'utiliser et c'est absolument miraculeux les résultats auxquels on peut atteindre. Moi, ça me rend fou que des gens qui sont développeurs n'utilisent pas de l'IA pour réaliser leur projet, quoi. Et interpellant là encore, des gens ne se souviennent plus après. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que justement aujourd'hui, l'apparition de l'IA donne du pouvoir, beaucoup plus de pouvoir aux gens et leur laisse la possibilité de vraiment se concentrer sur une bonne prise de décision pour derrière que l'IA mène à une meilleure exécution que n'importe qui. Et ceux qui utilisent l'IA vont avoir un avantage compétitif par rapport à ceux qui n'utilisent pas. C'est pour ça que ça me rend dingue que ceux qui devraient l'utiliser, en l'occurrence dans le code, ne l'utilisent pas. De la réponse qu'ils ont donnée, qui était générée par l'IA. Donc il y a vraiment au niveau de la mémoire, oui, il y a ce que les experts appellent la dette cognitive, c'est-à-dire qu'on paie le prix au bout d'un moment. Mais ça dépend pour des compétences. Enfin, je veux dire, voilà, il va citer un exemple à un moment sur
sur la calculatrice, oui, bah, en effet, il y a des choses pour lesquelles on n'a plus besoin, enfin, je veux dire, on apportera moins de valeur que l'IA en apporte déjà. En soi, tous les outils qui ont remplacé l'acte de l'homme a créé une forme de dette cognitive, mais c'est juste parce qu'avant, on accordait de la valeur dans ce que l'homme pouvait produire, et avec des machines qui nous remplacent à ces tâches-là spécifiques, et bah, voilà, simplement, entre guillemets, on n'a plus besoin de nous pour cet endroit-ci spécifiquement. Mais ça veut pas dire que on trouvera plus des manières pour qu'on apporte de la valeur dans ce monde. Je veux dire, on va juste valoriser autre chose. Enfin, un exemple tout con, c'est qu'à l'époque, il y avait le métier de scribe. Bon bah, désolé, mais ça n'existe plus. Avant l'apparition de l'imprimerie. Euh, on avait il y avait énormément de métiers beaucoup plus manuels qui existaient avant l'apparition de tout ce qui est robotique, etc. Enfin, je veux dire, c'est juste l'évolution naturelle des choses mène à ce qu'on sous-traite, l'humanité sous-traite une partie de la valeur qui était créée. Mais je veux dire, on va trouver des moyens, vous inquiétez vraiment pas pour ça, pour revaloriser d'autres choses. Et typiquement, on va beaucoup plus valoriser aujourd'hui, en tant qu'humain, la capacité à gérer des intelligences artificielles, à manager des process, à manager un flux d'informations, et à réfléchir de manière peut-être plus stratégique, et d'avoir une vision plus d'ensemble, mais voilà, pour prendre des meilleures décisions, et pourquoi pas d'ailleurs avoir une assistance dans l'intelligence artificielle pour nous apporter des informations qu'on n'aurait pas forcément à la base. Et ça, on voit très bien. On devient moins intelligent. Pour prendre des meilleures décisions. Et non, on ne devient pas moins intelligent. C'est juste parce que d'ailleurs le mot intelligence artificielle est un peu galvaudé aujourd'hui. Aujourd'hui le mot, on parle d'intelligence artificielle comme si cette intelligence-là pouvait remplacer toute l'intelligence. Mais je veux dire, un humain c'est beaucoup plus profond que juste écrire du code. Il y avait un jeu à somme nulle, plus l'intelligence artificielle est intelligente, plus on est bête. Oui, c'est un bon résumé. Et puis en fait, c'est le syndrome de la calculette. Quand on a inventé la calculette, les zones de calcul mental sont atrophiées. C'est la loi du moindre effet. Oui, d'accord, mais je veux dire, dans l'évolution de l'homme, on n'avait pas, de base, on n'était pas fait pour apprendre à calculer. C'est juste que ça utilise une partie du cerveau qui est dédiée à tout ce qui est raisonnement spatial et concentration et réflexion un peu mathématique. Mais je veux dire, on n'a pas... Enfin, c'est pas ce qui nous a permis de survivre à long terme et de nous adapter dans une société, quoi. Enfin bon, voilà. C'est juste que je trouve ça très dommage qu'aujourd'hui, il y a des gens un peu alarmistes et qui écrivent carrément des bouquins pour dire à quel point le monde va mal et à quel point aujourd'hui l'IA va nous remplacer et à quel point tout le monde va perdre leur job. Non. Mettons un développeur, voilà, il va avoir une grosse partie qui va être gérée par cet outil-là, mais je veux dire, lui, il va quand même rester responsable du rendu qualitatif de la fin. Il va rester responsable du code qui sera délivré. Donc, il y a un moment, il va aussi se dire, bon, bah voilà, ok, l'IA peut faire un bon truc, mais moi, derrière, je dois quand même vérifier ce qui se passe, je dois quand même comprendre ce qui se passe, est-ce que le résultat est bien atteint, et enfin voilà, quoi, il y a un moment, il faut arrêter de paniquer, et il faut plutôt se demander, ok, bah maintenant, cet outil-là, il va forcément apparaître, on peut pas ne pas l'utiliser, parce que, je veux dire, on est une économie mondiale, et aujourd'hui, tout le monde va l'utiliser, donc, et les gains de productivité sont importants, ok, sont là, sont réels. La question à se poser, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser, mais tout en gardant un certain contrôle, parce qu'à la fin, je dirais, il faut être réaliste, c'est qu'à la fin, on a la responsabilité du résultat obtenu. D'accord ? C'est pas l'IA qui a cette responsabilité-là. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour garder le contrôle sur le résultat obtenu et comment est-ce qu'on fait pour arriver à notre fin, quoi. Donc voilà, ça va faire... En gros, lui, il dit il y a une partie du cerveau qui travaille plus. Oui, d'accord, mais il y en aura peut-être une autre qui va travailler parce qu'on va bien réfléchir et on va bien analyser les informations dont on a besoin de donner à l'IA pour qu'elle arrive à notre résultat. Et puis même à la fin, quand on aura le résultat, est-ce que le résultat sera bon, est-ce qu'il sera pas bon, qu'est-ce qui va manquer, et il faudra garder un esprit critique. Enfin, je veux dire, juste on aura plus de temps pour ces réflexions-là, et donc on va pas disparaître, on va pas devenir débile, et... Enfin voilà, à un moment, calmons-nous, restons critiques, et je pense qu'aujourd'hui, la France et l'Europe de manière générale, on n'est déjà pas dans une posture où on peut se permettre de ralentir. Aujourd'hui, je pense que les pays autour de nous sont extrêmement compétitifs, sont extrêmement déterminés à atteindre cet outil qu'on appelle l'AGI. Commençons pas à nous mettre des freins. Je veux dire, oui, on a déjà l'AI Act, mais commençons pas à nous mettre des freins, et au contraire, plutôt ayons une pensée un peu plus constructive sur, ok, bon bah,
quels sont les points positifs, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et comment est-ce qu'on peut avancer plus rapidement avec la réalité qui nous entoure. Voilà, ne soyons pas nostalgiques, c'était pas mieux avant, c'est ça que je veux dire. Ok ? Restez critiques, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle réaction à chaud de ce qui se passe sur les médias par rapport à l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle dans le monde du business. Ciao.